Police secours, j'écoute. Bonjour madame, je vous appelle de Thermo Fisher Scientific. Je viens d'entrer dans les bureaux et je crois qu'un meurtre a été commis à l'étage. Il y a eu un crime très violent. Cette jeune femme venait d'arriver au travail. On veut savoir pourquoi ça lui est arrivé. 13 personnes sont sur les lieux. C'est rare d'avoir autant de suspects potentiels. Le tueur était toujours dans le bâtiment. Bon après-midi tout le monde. Michelle Mogby travaille dans les ressources humaines chez un fournisseur d'équipements de laboratoire, Thermo Fisher Scientific. C'était presque impossible de ne pas rire ou sourire en compagnie de Michelle. Elle avait une présence si radieuse. J'avais parfois mal aux joues à force de rire aux éclats. C'est l'effet qu'elle produisait sur tout le monde. Michelle était très extravertie, sociable et chaleureuse. C'était le genre de personne qu'on pouvait entendre rire depuis la pièce d'à côté. Elle avait un rire fort et très communicatif. Elle s'impliquait beaucoup dans son travail et ses collègues l'appréciaient. Chez Thermo Fisher, les employés sont proches, tout le monde se connaissait, c'était comme une grande famille. Salut. Dan, comment tu vas? Michelle a rencontré Dan au travail. Il était responsable d'expédition. Bien sûr, avec plaisir. Merci. La journée était interminable. Au début, ils étaient juste amis. Mais Dan a toujours un peu craqué pour elle. Un jour, ils ont participé à une fête de Noël ensemble. Dan en parlait souvent. Il disait que c'était le pire rencard de sa vie. Il était persuadé que tout s'était mal passé et qu'il n'avait pas réussi à l'impressionner comme il voulait. Et pourtant, il a dû lui plaire car elle a accepté un second rendez-vous. Puis quelques temps plus tard, les voilà mariés. Ils ont eu 2 filles, Carly et Madeline, alors âgées de 7 et 10 ans. C'était une famille soudée et un mariage heureux. À notre belle soirée tous les deux. Michelle et Dan faisaient souvent des sorties en amoureux. Ils s'accordaient toujours un moment pour se retrouver ensemble, au moins une fois par semaine. C'est ma mère qui gardait les enfants. Merci beaucoup. Santé. Santé. La veille du Memorial Day, elle est partie très tôt pour s'occuper des salaires et quitter le bureau en avance. Elle avait prévu de passer du temps avec sa famille. À peine 2 heures plus tard, le standard des urgences reçoit un appel. Police secours, j'écoute. Bonjour madame, je vous appelle de Thermo Fisher Scientific. Je viens d'entrer dans les bureaux et je crois qu'un meurtre a été commis à l'étage. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a eu un meurtre? Elle est allongée sur le sol, un sac sur la tête. Il y a du sang partout. D'accord. Est-ce qu'elle fait partie du personnel? Oui, je crois que son nom est Michelle Mogby. L'inspecteur Everett Stoll est en service non loin de là. Dès que je reçois l'appel, je réfléchis à toute allure. Ok, par quoi je commence? À quoi on a affaire? Dans la région, les meurtres sont rares. Je savais aussitôt que l'affaire était très grave. Une fois sur place dans les bureaux, c'était un peu la débâcle à cause du nombre d'employés présents. Écoute Dan, il faut qu'on disperse tout le monde immédiatement. Entendu. Dans un monde idéal, on aimerait éviter que les suspects ou les témoins communiquent entre eux.
L'inspecteur McVeigh et moi-même sommes montés à l'étage voir la scène du crime. Ça fait beaucoup de sang. La première chose que je vois, c'est une grosse tache de sang au sol, devant les toilettes des femmes. Je me suis avancé jusqu'à la porte du bureau de Michelle. J'ai repéré des traces d'effraction sur le battant. Elles avaient l'air récentes. Le corps de Michelle était allongé sur le ventre. Elle avait les poignets attachés dans le dos, un sac en plastique sur la tête, et il lui manquait ses chaussures. On ne voyait pas son visage, car il était recouvert par le sac. On ne pouvait pas vraiment voir ce qui lui était arrivé à la tête. Il y avait beaucoup de sang autour d'elle. C'était un crime très violent. J'essaie toujours de prendre du recul pour ne pas me laisser submerger. Mais ce jour-là, un mari a perdu sa femme et des enfants ont perdu leur mère. C'est très difficile de ne pas y penser. Allô? Quoi? Le mari de Michelle, Dan, reçoit un appel d'un collègue qui l'informe de la présence de nombreux policiers sur le site. Police secours, j'écoute. Bonjour, je m'appelle Dan Mogby. Je suis responsable à Thermo Fisher Scientific. Plusieurs employés m'ont appelé. Ils ne peuvent pas rentrer dans le bâtiment. Je vois. L'accès est interdit. On leur a dit de faire demi-tour. Entendu, restez en ligne. D'accord. Monsieur, est-ce que vous avez parlé à vos responsables présents sur le site? Non, pas encore. Ce sont eux qu'il faut contacter. De mon côté, je ne peux rien révéler pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une enquête en cours là-bas. Est-ce que tout le monde va bien? Je ne peux pas vous répondre. Ma femme travaille aussi là-bas. Comment s'appelle votre femme? Michelle Mogby. Entendu, quelqu'un va vous rappeler prochainement. Les enquêteurs commencent à interroger les 13 employés présents sur le site. C'est plutôt rare d'avoir autant de suspects sur place. Même si je n'aime pas utiliser ce mot, leur présence sur les lieux du crime au moment du drame en fait bien des suspects potentiels. On a demandé à tout le monde de nous laisser examiner leurs chaussures avant d'effectuer des relevés d'empreintes digitales et des prélèvements d'ADN. Puisqu'il y avait beaucoup de sang autour du corps, il fallait inspecter tout le monde de très près. On cherchait surtout à déterminer si un inconnu avait pu s'introduire dans le bâtiment ou si le tueur pouvait toujours être sur le site. Les enquêteurs interrogent le responsable des opérations, Ed Yuska. C'est lui qui a découvert le corps de Michelle et contacté les autorités. Monsieur Yuska, cet entretien va être enregistré, d'accord? Racontez-moi ce que vous avez fait ce matin. Quand Ed Yuska sort de l'ascenseur, il se dirige vers son bureau et il passe devant la tache de sang. En la voyant, il trouve ça étrange. À ce moment-là, je regarde et je m'écrie « c'est du sang ». Et puis Dave Dooley arrive et il me dit « Ed, quand je suis venu ce matin, il n'y avait pas de sang ». Puis je m'approche de la mezzanine et je vois encore plus de sang près de la porte. J'entre le premier, je fais quelques pas et j'aperçois les pieds nus de Michelle par terre. Ensuite, je vois qu'elle est allongée sur le ventre, qu'elle a quelque chose sur la tête et les mains dans le dos. C'est là que je me mets à crier « Dave, va-t'en » et il hurle à son tour « Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça ». Le simple fait qu'il ait découvert le corps suffit à placer Ed dans la liste des suspects potentiels.
Devant les toilettes des femmes se trouve la grosse tache de sang. Les experts pulvérisent du luminol et on peut voir des traces de sang depuis le lieu de l'agression jusqu'au fond du couloir, à l'entrée de la mezzanine. On dirait que quelqu'un a nettoyé. D'après la forme des traces, quelqu'un a pris un chiffon et a tenté d'essuyer le sol. Quelqu'un a essayé de nettoyer la tache, puis a renoncé au bout d'un moment, sans doute parce qu'il y avait trop de sang. À la découverte du corps de Michelle, on a trouvé des fiches de présence ensanglantées dans son sac. Les traces de sang prouvent que les fiches ne pouvaient pas être dans le sac au moment du meurtre. Quelqu'un les a délibérément ramassées et placées dans le sac. Si j'étais un inconnu qui vient de commettre un meurtre, je prendrais juste la fuite. Ici, quelqu'un a pris le temps de déplacer la victime et de ramasser ses affaires, y compris le sac avec les fiches de présence, ce qui prouve qu'on a tenté de cacher le meurtre. On dirait bien que le coupable se trouve toujours sur les lieux. L'inspecteur Stoll fait le tour du bâtiment pour voir s'il existe des caméras de surveillance. Le problème, c'est que Thermo Fisher ne disposait d'aucune caméra à l'intérieur. On repère plusieurs caméras à l'extérieur du bâtiment. Mais à ce stade, on ignore encore qu'elles appartiennent à une autre entreprise installée sur le même site. On voulait voir ces images pour découvrir les allées et venues de tout le monde. Comme ça, on pourrait savoir précisément qui est passé à quelle heure et dans quel véhicule. Très bien, voyons ce qu'on a. Les caméras de surveillance couvrent l'entrée et la sortie des véhicules d'un côté, et un autre accès également piéton de l'autre côté. Donc, en résumé, il y a deux allées, qui sont toutes les deux filmées. D'après ses collègues, Michelle roule dans une Kia noire. Selon toute logique, en visionnant les images de télésurveillance, on devrait voir la personne qui a commis le meurtre entrer sur le site. Lance la vidéo à partir de 5h30, on va commencer là. Là, on voit Michelle se garer sur le parking à 5h53. Ok, maintenant voyons qui d'autre arrive avant l'appel aux urgences. Les enquêteurs passent à la caméra de l'autre côté, avec un plus grand angle. Rembobine. À l'autre bout du bâtiment, où se situe l'autre entreprise, on voit plusieurs personnes quitter le site et partir à pied dans les bois. On doit découvrir qui sont ces gens et ce qu'ils font ici. Je regarde la vidéo avec l'inspecteur McVeigh, puis on demande à un officier d'aller voir sur place où vont ces gens. En fait, on découvre que l'entreprise stocke beaucoup de produits chimiques. Les employés n'ont pas le droit de fumer près du site. Une zone fumeur a donc été aménagée derrière le parking, dans les bois. Les personnes qu'on voit quitter les lieux vont tout simplement fumer une cigarette. On finit par se convaincre que ces personnes qui partent dans les bois ne présentent aucune piste intéressante. Les enquêteurs découvrent que ce n'est pas la première fois qu'on tente de s'introduire dans le bureau de Michelle. On apprend que le bureau de Michelle a déjà été la cible d'une tentative d'effraction. Après quoi, la direction a décidé de ne plus garder d'argent liquide et d'installer une nouvelle serrure sur la porte. On ne sait pas trop pourquoi cette personne voulait s'introduire dans le bureau, mais on pense que Michelle l'a sans doute prise sur le fait. Les enquêteurs interrogent un autre employé qui travaillait tôt ce matin-là, David Dooley. David Dooley était agent d'entretien. C'est lui qui faisait le ménage. Il nous raconte
Je suis venu, j'ai travaillé, puis vous m'avez interrogé. Voilà tout. Ensuite, les enquêteurs interrogent un collègue de Michel, Doug Tungate. À votre arrivée, quelle est la première chose que vous avez faite? J'ai attendu près de l'horloge pour pointer pile à l'heure. Elle était aussi à l'horloge? Oui, elle est venue récupérer les fiches de présence des intérimaires de la semaine dernière. Bonjour, Doug. Bonjour Michel, comment ça va? Son café est posé sur les fiches. Au moment où Michel s'approche, il pense aussitôt « Mince, ça va la gêner ». Elle vous a dit quelque chose? Je me suis excusé d'avoir mis mon café sur les fiches de présence. Elle répond « Aucun problème, ce n'est pas grave, bonne journée ». Bonne journée. Bonne journée. Les 13 employés confient aux enquêteurs qu'ils sont présents sur le site depuis leur arrivée au travail et qu'aucun n'a quitté le bâtiment. Mais alors que le corps de Michel est conduit à la morgue, les enquêteurs découvrent une nouvelle piste. Les interrogatoires révèlent la présence d'un véhicule sur le parking que personne n'a reconnu. Plusieurs employés m'expliquent qu'il y avait un van blanc étrange qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Il fallait immédiatement qu'on retrouve son propriétaire. Je suis Dan Mogby, responsable d'expédition de l'entreprise. Ma femme Michel est à l'intérieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Je m'assois en face de Dan et je lui apprends la nouvelle. Ce n'est jamais facile à dire. Il faut aller à l'essentiel. Sa réaction était bouleversante à regarder. Je m'en souviendrai toute ma vie. Comment? Je l'aide à accepter la nouvelle, mais je dois également faire mon travail. Quand on enquête sur un meurtre, on se penche sur les proches de la victime. Et naturellement, au départ, le mari faisait partie des suspects. Je lui ai demandé l'accès à sa voiture, à son domicile et à son portable. Dan a coopéré sans réserve. La sœur de Michel, Jennifer, est chez elle et regarde les actualités du matin. Je vois un article apparaître avec le titre « Agression sur le site de Florence ». C'est comme ça qu'il le présentait au départ. Je me dis, bon sang, c'est là qu'il y a Thermo Fisher. Bien sûr, je commence à m'inquiéter, mais je n'imagine rien de trop grave. À ce stade, je ne sais pas vraiment quoi penser, sinon qu'il se passe quelque chose là où travaille Michel. Alors que je fais défiler l'écran, l'article est mis à jour et annonce alors un potentiel homicide à Thermo Fisher. À la lecture du nouveau titre, je prends immédiatement mon téléphone pour appeler Michel. J'essaie d'abord son portable, puis son téléphone du bureau, sans succès. Alors j'appelle Dan, persuadée que lui saurait certainement ce qui se passe. Allô, Dan? C'est une policière qui me répond sur le téléphone de Dan. Évidemment, je suis un peu perturbée. Je lui explique que je cherche à joindre Dan. Elle me répond qu'il est indisponible, puis me demande si je suis Jennifer. Je lui réponds que c'est bien moi. Puis elle demande de patienter. Apparemment, ils ont envoyé quelqu'un pour me parler. À ce moment-là, je me dis, oh mon Dieu. C'est là que j'ai compris que la situation était grave, très grave. Rien qu'à son regard, je pouvais déjà deviner ce qu'il allait m'annoncer. J'ai dit, écoutez, je comprends pourquoi vous êtes là. Dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a commencé par répondre, je suis vraiment navré, mais votre sœur est décédée. Je me souviens que je me suis pratiquement effondrée sur le palier. Je n'arrivais pas à le croire. C'était un tel choc.
Ma mère m'a appelé pour m'annoncer que Michel avait été tué. Sa voix était très calme. C'était un choc. Sur le coup, ça ne paraissait pas réel. C'est comme si tout un monde venait de s'effondrer en moi. Tellement de questions restaient en suspens. Que lui est-il arrivé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a souffert? Qui est le coupable? Et surtout, qui aurait bien pu faire ça à Michel? Prenons les chiens de détection pour fouiller les voitures. On a commencé à fouiller tous les véhicules présents sur le parking au moment des faits. Les chiens de détection nous sont très utiles. Ils peuvent repérer l'odeur des cadavres. On cherche des indices, une arme, des vêtements ensanglantés, n'importe quel élément qui puisse être lié au meurtre. Nous sortons le chien renifleur sur le parking et il s'intéresse au van du mari. Le chien s'est intéressé à une boîte à l'arrière du coffre du van de Dan. En voyant le chien s'agiter près du coffre, je deviens très méfiant. Je commence immédiatement à réfléchir. Comment peut-on être sûr que Dan n'était pas là ce matin? Les enquêteurs convoquent Dan Mogby pour un interrogatoire approfondi. Pendant que j'interroge Dan, je cherche à comprendre pourquoi il n'était pas au travail avec sa femme. Il nous explique que Michel s'occupait des salaires et qu'elle était partie plus tôt pour finir les versements. La veille, ils avaient fait une sortie en amoureux. Les enfants étaient donc restés chez leur grand-mère. Il prétend également avoir dormi sur le canapé pendant que sa femme dormait à l'étage. Je suis moi-même marié et je me demande alors pourquoi? Comment expliquer cette situation? Elle devait se lever tôt et ne voulait pas me déranger. Je suis en congé cette semaine. Dan accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Dan a réussi le test du détecteur de mensonges. Les experts sont catégoriques. Et puis pour nous, le simple fait qu'il soit coopératif correspond en théorie au comportement d'un innocent. En fait, on a découvert que Thermo Fisher organisait régulièrement des barbecues et que Dan récupérait les restes. Il les conservait dans une glacière en polystyrène et les ramenait à la maison. Voilà pourquoi le chien de détection s'intéressait à son coffre. Après le test du détecteur de mensonges et après avoir eu accès aux détails de sa vie, on pouvait exclure Dan de la liste des suspects. Aucun employé ne semble avoir de lien avec le meurtre. L'enquête tombe alors dans l'impasse. On ne parvenait à trouver ni l'arme du crime, ni des vêtements ensanglantés, ni le moindre indice. On avait du mal à comprendre comment il pouvait y avoir autant de sang sur la scène du crime sans qu'on puisse trouver aucune trace de sang aux alentours. Mais la piste du van blanc donne bientôt un résultat inattendu. Des policiers d'une patrouille nous ont contactés, nous expliquant qu'ils avaient eu un contact avec les propriétaires du van, mais à une date antérieure. Les propriétaires du van sont convoqués pour être interrogés. Quand j'ai quitté la 25 en direction d'Empire, le van a commencé à tressauter. Alors j'ai commencé à chercher un endroit où me garer et au moment où j'ai tourné devant Thermo Fisher, le moteur est tombé en panne. J'ai dévalé la pente jusqu'à atteindre une place de parking, j'ai verrouillé les portières puis je l'ai abandonné ici. Vous étiez seul? Non, il y avait aussi Cindy et ma fille de 9 ans. Qu'est-ce que vous avez fait après que le van tombe en panne? On a marché jusqu'à chez ma sœur. Donc lundi, même si vous n'étiez pas forcément là au moment des faits, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Le parking était complètement désert. Je voyais bien que ces gens étaient parfaitement sincères avec moi. Ils se sont simplement retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment.
Le lendemain du meurtre de Michelle, toute la communauté a affiché son soutien. Les gens ont commencé à suspendre des rubans rouges dans toute la ville, sur les arbres, les panneaux et les réverbères. Il y en avait partout. Oh mon Dieu, quelqu'un avait accroché des rubans rouges dans toute l'allée. C'était très touchant de savoir que les gens étaient compatissants. Ça m'a aidé, bien sûr. Ça nous a tous aidés à affronter le drame. Les enquêteurs continuent à examiner les images de vidéosurveillance de Thermo Fisher. Je cherche un individu quittant le bâtiment, un véhicule, ou n'importe quelle piste qui puisse faire avancer l'enquête. Je rembobine, encore, et encore. Mais je ne remarque rien d'inhabituel. Attends, c'est qui ça? Et puis je vois un pick-up rouge quitter le site. J'appuie sur pause, je rembobine et je note l'heure exacte de son départ. Pourquoi est-ce qu'il s'en va si tôt? Il est 6h30. C'est un moment clé de l'enquête. Il fallait qu'on trouve la personne au volant de ce pick-up et qu'on l'interroge sur le champ. Hé, regarde ça! T'as trouvé quelque chose? Le pick-up s'en va à 6h30 d'un côté. Et sur la caméra de l'autre côté du bâtiment, on le voit revenir à peu près 35 minutes plus tard. Il faut trouver à quelle heure il est arrivé le matin. La Chevrolet rouge est arrivée à 4h42. C'est le premier véhicule arrivé sur le site. On a mis quelques instants à retrouver à qui appartenait le pick-up. Très bien. Mais après concertation, on découvre que c'est celui de David Doulet. Pourtant, la veille, il nous a dit « Je n'ai pas quitté le site. » Et voilà qu'on tient la preuve en image qu'il est parti. C'est une avancée majeure. On se regarde et puis on comprend tous que c'était l'indice qui nous manquait. Les enquêteurs vont immédiatement interroger David Doulet et sa femme Janet. On arrive à son appartement. Je devais interroger la femme de David. Bonjour, Monsieur Doulet. On peut vous poser quelques questions? Il fallait que David soit à nouveau interrogé par l'inspecteur McVeigh, car c'était le seul à connaître ses réponses de la veille. Après votre passage dans le couloir de derrière, est-ce que vous êtes allé ailleurs dans le bâtiment? Non. Vous êtes allé où ensuite? J'ai rangé mes affaires, j'ai vidé le chariot, puis je suis rentré ici, avant de revenir à Fisher. Vous êtes rentré ici? Je suis rentré, oui. D'accord, et vous êtes rentré à quelle heure? 6h30. À 6h30? Oui, 6h30. J'arrivais pas à joindre ma femme et je suis revenu pour m'assurer qu'elle allait bien. Et alors, elle allait bien? Oui. Très bien. Donc vous êtes rentré chez vous, puis reparti au travail? Oui. Et à quelle heure vous étiez de retour au travail? Quelques minutes après 7h, il venait d'attaquer la pause. Qu'est-ce que vous avez fait à votre retour? J'ai pris un verre et j'ai pointé. J'ai fait le tour et je suis allé ranger ma bouteille d'eau dans mon casier. C'est là que Kenny m'a dit « Ed te cherche, c'est très sale à l'étage » ou un truc du genre. Apparemment, Ed avait besoin de moi. L'inspecteur Stoll interroge Janet Doulet, qui travaille également chez Thermo Fisher comme agent d'entretien, mais qui n'était pas là le jour du meurtre. Vous avez vu Dave quand il est parti au travail? Non. Donc, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois après son départ? Quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois hier? Oui, après son départ. Eh bien, quand il est rentré. Après qu'on l'ait relâché? Oui. Merci. J'ai demandé à Janet si elle a revu à un moment donné son mari après son départ pour le travail.
Elle m'a répondu « Quand vous l'avez relâché ». Elle affirme donc que Dave n'est pas rentré entre-temps. On termine les interrogatoires et en comparant les notes, je découvre que les versions ne coïncident pas et qu'il y a des incohérences. Les enquêteurs convoquent le couple au poste pour un interrogatoire approfondi. David Dooley s'en tient à sa version. Donc je l'ai rappelé. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais sans doute rentrer pour vérifier qu'elle était levée et qu'elle allait bien. Quand vous êtes arrivé, elle était où? Elle était assise sur le canapé. Elle s'apprêtait à me renvoyer un SMS. Je l'ai embrassée, je me suis assuré que tout allait bien. Et ensuite? Je suis revenu à Fisher. À quelle heure vous êtes revenu? Quelques minutes avant 7 heures. Et pendant qu'on interroge David, un enquêteur interroge Janet dans l'autre pièce. Et puis Dave est entré, C'était à quelle heure? juste après le SMS. Je dirais à 6h20 à peu près. Réfléchissez bien. Plus tôt dans la journée, vous affirmiez ne pas avoir vu Dave avant son appel pour vous dire qu'il allait bien. C'est alors que Janet confie « Ah oui, tiens, Dave est rentré ». Soudainement, elle change sa version des faits. Il y a tellement de contradictions. On est stupéfait. On ne savait pas trop si Janet était impliquée dans l'affaire ou si elle détenait des informations susceptibles de faire avancer l'enquête. En tout cas, ces déclarations ne jouent pas en faveur de Dave. Pendant que le couple est interrogé, les enquêteurs fouillent leur domicile. On a trouvé un placard avec beaucoup de chaussures, des manteaux et d'autres vêtements. David Dooley est un peu maniaque sur le rangement des chaussures. Et on remarque qu'il manque une paire dans la rangée. C'est un détail qui nous a interpellés. Ils ont aussi trouvé une paire de jeans déchirés dans la machine à laver et l'ont ramenée. Mais dans l'ensemble, la perquisition n'a révélé aucun indice vraiment incriminant chez eux. On fouille également le pick-up de David Dooley, dans lequel on pulvérise du luminol. Mais il n'y a rien. Aucune potentielle trace de sang n'est révélée à l'intérieur du véhicule. Au moment de la fouille, le pick-up rouge de David Dooley était tellement propre qu'on aurait dit qu'il sortait du concessionnaire. Je me souviens qu'il y avait un double des clés sous le siège conducteur. Mais à part ça, le pick-up était immaculé, tellement propre qu'il avait l'air flambant neuf. On sentait bien qu'on était sur la bonne voie, mais il nous manquait un élément crucial, l'arme du crime. Et puis toujours aucune trace de sang, c'était frustrant. Il ne nous restait plus qu'à persévérer dans l'enquête. Les enquêteurs se penchent alors sur la relation entre David et Janet. Est-ce qu'il a déjà été violent avec vous? Non, je vous ai dit. Il y a juste une fois où il a levé la main sur moi, mais c'était avant qu'on se marie. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a tapé au visage, une fois seulement. Comment vous a-t-il frappé? Eh bien, juste avec la main. Il vous a donné une claque, c'est ça? Oui. Quand on s'est penché sur David Dooley et sa personnalité, on a découvert qu'il avait des antécédents violents avec les femmes dont il a été proche. L'autopsie révèle que Michelle a été tuée par de violents coups sur le crâne. Mais les enquêteurs ne parviennent toujours pas à déterminer l'arme du crime. En réfléchissant à ses blessures à la tête, c'est là qu'on a eu l'idée du dévidoir à scotch. Il y en a plein dans les bureaux. Et Ed nous a confié qu'il en manquait un. Donc, on a demandé à obtenir un dévidoir à scotch d'un modèle similaire. Et ils nous en ont fourni un. Il se trouve que la forme du dévidoir correspond aux blessures de Michelle. On pense alors que l'arme du crime pourrait bien être ce dévidoir à scotch, surtout qu'il reste introuvable.
Les enquêteurs reçoivent également les résultats d'analyse de l'ADN prélevé sur la scène du crime. Le sac enveloppé sur la tête de Michel présentait plusieurs traces d'ADN, mais pas assez pour que les experts de la police scientifique puissent formellement identifier celui de David Dooley. On n'avait pas de preuve ADN contre lui. Vous savez, comme quand on a une correspondance parfaite sur plus d'1 trillion de chances. C'était très frustrant de ne pas avoir ce genre de résultat. Quand on se penche sur la scène du crime, on voit bien que certains éléments ont été délibérément déplacés et que quelqu'un a tenté de nettoyer le sang par terre. Et quand on ouvre le placard de l'agent d'entretien, on trouve une poubelle à roulettes, un chariot avec des serviettes en papier, de la javel, des produits de ménage. C'est l'idéal pour nettoyer une scène de crime. Ça fait beaucoup de matériel vraiment à portée de main. Si un inconnu avait commis le meurtre, il aurait dû chercher de quoi nettoyer. Quelqu'un qui ne connaît pas le bâtiment aurait sans doute pris des serviettes en papier dans les toilettes ou aurait fouillé dans les placards à la recherche d'une paire de gants en latex. Le chariot de l'agent d'entretien a déjà tout ce qu'il faut. Si David Dooley était en train de nettoyer les bureaux, il l'avait même avec lui. Il avait accès à tout le nécessaire pour se débarrasser de l'arme du crime, des vêtements ensanglantés ou de serpillères qui ont servi à nettoyer le sang. Mais sans aucun suspect derrière les barreaux, la famille de Michel vit dans la peur. Plusieurs nuits, des policiers se sont installés en face, juste pour nous rassurer et pour qu'on se sente en sécurité. Il y a un tueur en liberté quelque part dehors et ça fait froid dans le dos. Je me demande si je pourrais être la prochaine victime. L'inspecteur Stall revisionne les images de vidéosurveillance en les comparant avec les fiches de présence de David et Janet, ainsi que leurs relevés téléphoniques. Au départ, si je réexamine les vidéos, c'est surtout pour confirmer que David arrive et repart habituellement toujours du même côté, sauf le jour du meurtre. Puis je me suis dit, attends une minute, on a les relevés téléphoniques et les fiches de présence. Un détail m'a frappé. Janet a pointé, mais on ne la voit jamais arriver. Elle n'est même pas venue. Et j'en ai la preuve avec les SMS. Pendant plusieurs jours, David arrivait à Thermo Fisher et pointait pour lui et Janet. Je savais que Janet n'était pas venue, puisqu'on ne voit jamais sa voiture arriver. Parfois, David coûtait à l'entreprise plus de 3 fois le temps de travail fourni. Toutes les preuves de ces fraudes étaient stockées dans le bureau de Michel. Les enquêteurs commencent à avoir une idée plus précise du déroulé de la matinée du meurtre de Michel. Michel est arrivé au travail. Bonjour, Doug. Elle a récupéré les fiches de présence avant de monter à l'étage dans son bureau. Bonne journée. À vous aussi. David ne s'attendait pas à la voir au travail si tôt. Elle l'a surpris alors qu'il tentait de s'introduire dans son bureau. Elle l'a sans doute interpellé. Il l'a frappé en plein visage. Sous le choc, Michel s'est certainement effondré au sol. Elle a commencé à saigner et ensuite je pense que David a paniqué. Il s'est emparé du dévidoir à scotch et lui a attaché les mains. À ce stade, elle saigne beaucoup, d'où la tache de sang dans le couloir. Il se rend alors dans les toilettes des femmes et retire le sac de la poubelle, qu'il utilise ensuite pour lui couvrir la tête. Puis il la traîne dans le couloir. À un moment donné, il reprend le dévidoir à scotch et lui fracasse plusieurs fois sur le crâne.
provoquant de graves blessures à la tête. Il l'emmène dans la mezzanine, la cache, puis lui frappe la tête encore plusieurs fois, ce qui expliquerait la présence de sang sur les murs. Ensuite, c'était le moment de faire le ménage. Il voulait essayer de nettoyer la scène du crime pour que personne ne sache ce qui est arrivé à Michelle. Mais quand il a tenté d'essuyer le sol, la tache de sang n'est pas partie car la moquette était trop fine. Il a donc changé de plan. Faire un brin de toilette, éliminer les preuves. Rentrer chez lui, se débarrasser de ses affaires, puis revenir comme si de rien n'était. On l'a convoqué pour un nouvel interrogatoire. À ce stade-là, on était un peu dans l'impasse. Il restait une dernière carte à jouer et on attendait seulement le bon moment. On disposait toujours du dévidoir à scotch fourni par Thermo Fisher dans un sachet de preuves. Un enquêteur amène le dévidoir à scotch dans la salle d'interrogatoire et le pose sur une table en dehors du champ de la caméra. Il me faut mes lunettes. L'inspecteur McVeigh classe ses documents et le dévidoir à scotch est visible. T'as tout ce qu'il te faut? Oui, c'est bon. Et aussitôt, David se braque. Je veux un avocat, c'est terminé. Je veux un avocat parce que... Je veux un avocat. David Dooley a coupé court à l'interrogatoire. Et on sentait qu'on avait pris la bonne décision en l'arrêtant. Après 4 mois d'enquête, David Dooley est arrêté pour le meurtre de Michelle Mogby. On avait réussi. Je sentais qu'on tenait le coupable. J'étais satisfait à 100%. Tout le monde a donné le maximum. Chaque enquêteur a mené un travail exemplaire sur cette affaire. Janet Dooley n'est pas mise en examen pour fraude. Il semble qu'elle n'ait aucune implication dans le meurtre. En octobre 2014, après 3 semaines de procès, David Dooley est reconnu coupable du meurtre de Michelle et le jury recommande une peine d'emprisonnement à perpétuité. Quand ils ont prononcé le chef d'accusation de meurtre avec altération de preuves, avec le verdict coupable, j'ai tout de suite fondu en larmes. C'était un immense soulagement. Il allait enfin payer pour ses crimes. On était complètement épuisés. C'était très dur émotionnellement. Mais quand le juge a prononcé le verdict, le soulagement valait bien tous nos efforts. Presque 5 ans après l'incarcération de David Dooley, une révélation fracassante menace de changer la donne. On a découvert que l'inspecteur McVeigh et Tally Smith, le procureur général, avaient une liaison pendant l'enquête. La défense prétend qu'ils détenaient des images qui auraient pu prouver l'innocence de David Dooley et qu'ils ont choisi de les garder secrètes. L'accusé a donc droit à un nouveau procès. Quand j'ai su qu'il allait y avoir un nouveau procès, j'étais anéantie. On avait déjà attendu tellement longtemps pour que justice soit faite, et maintenant, il fallait tout recommencer. C'était désespérant. J'avais peur qu'il puisse être libéré. Qu'est-ce qui l'empêcherait de s'attaquer à nous? Après tout, il avait déjà tué un membre de ma famille. Peut-être qu'il nous en voulait et qu'il allait frapper à nouveau. En février 2019 se tient le second procès, avec les nouvelles images de vidéosurveillance. La défense prétend qu'on ne lui a pas fourni tous les éléments. Parmi les pièces manquantes, il y a notamment une vidéo de télésurveillance dans laquelle on peut voir un homme tenter d'ouvrir la porte d'entrée la veille du meurtre.
Il y avait donc un individu étrange qui cherchait à s'introduire sur le site où l'on a découvert le corps. Mais les policiers de Boone County sont parvenus à montrer qu'en réalité, l'individu ne cherchait pas à ouvrir la porte, mais simplement à jeter quelque chose dans la poubelle juste à côté. En mars 2019, un nouveau jury déclare David Dooley coupable. Il est condamné à 38 ans de prison pour meurtre et 5 ans de prison pour altération de preuves. Ce deuxième procès était dur à vivre, mais ça en valait la peine. Ce dont je me souviens le plus chez Michelle, c'est son rire, son sourire et son soutien. Elle était toujours là pour nous. Michelle me manque tous les jours. Je pense à elle chaque jour. J'aimerais qu'elle connaisse mes enfants. Ils l'adoreraient. Je leur en parle beaucoup. Peu de temps après le meurtre de Michelle, on a fait des bracelets avec son nom. On les a vendus et on a versé tous les gains sur le compte épargne des filles pour leurs études. On est une famille très soudée et on parle souvent de Michelle. Son souvenir est très présent dans nos vies. C'est important pour nous, surtout pour ses filles.